Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. 1986, quelle année! À l'époque, un trajet en TTC coûtait 45 cents pour les enfants et $1 pour les adultes. On pouvait s'acheter une paire de bas pour 77 cents chez Honest Ed's. Et la population de l'Ontario était d'environ 9 millions de personnes. Regardons quels étaient les sujets d'actualité pour la province à l'époque. Nous n'en avons plus, le temps circulé, nous parlons aux questions orales, leader de l'opposition. Monsieur le Président, j'aimerais revenir à la charge auprès du ministre de Logement et j'aimerais encore une fois lui dire que je lui envoie une analyse que je lui ai envoyée hier et j'espère que d'ici maintenant Gardner Church aurait pu réviser le projet de loi 51. Il aurait pu en discuter avec le ministre afin que celui-ci puisse indiquer aux locataires de cette province qu'ils n'auront pas à faire face à une augmentation de 22 à 25 d'augmentation de loyer, comme on a dit que ça pouvait être le cas d'après le projet de loi 51. Et hier, je vous ai indiqué qu'une augmentation de 22 des loyers pourrait découler d'une augmentation de 5 à 5,25 des taux indiqués, 5 d'amélioration des capitaux, 2 pour un ajustement des loyers qui ne sont plus à la hauteur et 5 pour l'inflation. Et je suppose que le ministre est d'accord de dire que les deux dernières catégories, citées plus haut, autrement dit 7 à L2, ne sont pas autorisées d'après la nouvelle loi et le seraient d'après le projet de loi 51. Par conséquent, il y aurait un accroissement d'au moins 7 par le truchement de ce projet de loi 51. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je suppose que l'honorable leader de l'opposition sait également que ce qui prévalait en 1976 n'est plus nécessairement, ne reflète plus la situation en ce moment. Par conséquent, il y a parfois des augmentations bien au-dessus de ce chiffre. Et je voulais simplement vous l'indiquer. L'honorable député, par conséquent, ce projet de loi 51 va ne pas affecter de façon négative les locataires plus que les autres. Oui, Monsieur le Président, je ne veux pas tirer les cheveux en quatre ici ou couper les cheveux en quatre, mais il s'agit ici pour les édifices qui ont été construits avant 1975. Par conséquent, pour ce qui est d'un édifice avant 1875, pourriez-vous m'expliquer quel serait donc le taux qui, d'après moi, seraient tous admissibles, les 5, lesquels, d'après le projet de loi 51, ne s'appliqueraient pas? Parce que si vous ne pouvez pas répondre à cette question, par conséquent, vous devez reconnaître que l'augmentation pourrait être de l'ordre de 22 à 25 dans ce cas. Monsieur le Président, encore une fois, j'aimerais indiquer au ministre de l'Opposition que le projet de loi 51 améliore le sort de ceux qui ont été construits après 1975 et que vous ne comprenez peut-être pas ce que ça veut dire, mais ces locataires-là sont protégés dans le cadre de ce projet. Par conséquent, il y aura une augmentation bien moins considérable. Et ce que vous dites ici, ce n'est pas du tout juste. Vous dites que si quelqu'un vient aux audiences publiques, toute chez SO serait accordée. Or, il faut examiner toutes ces questions de façon individuelle. Et hier, je vous ai indiqué que toutes ces situations seront analysées et seront également tenues compte dans le projet de loi 51. Supplémentaire, la dernière. J'aimerais indiquer au ministre qu'il sera peut-être surpris de l'entendre, mais nous savons que ceux qui ont été construits après 1975 sont comprises dans le projet de loi 51. Et ce que nous voulons faire, c'est essayer de s'assurer, ou d'assurer plutôt les locataires qui habitent dans les buildings qui ont été construits avant 1975, qui ne vont pas obtenir ces accroissements fulgurants de loyer. Mais ce que j'aimerais demander au ministre, c'est que dans le fond,
il fait semblant qu'on risque peut-être d'accorder ces augmentations par le truchement du projet de loi. Ne serait-il pas d'accord que, d'après ce projet de loi, ce n'est pas une question de peut-être, mais plutôt, on pourrait, par exemple, avoir le droit, le propriétaire aurait le droit d'avoir droit aux 5 augmentations. Par conséquent, cela pourrait se chiffrer de l'ordre de 22 à 25 %. Et soit il a le droit de le faire d'après le projet de loi 51 ou il n'a pas le droit de le faire. Alors, c'est quoi la vraie solution ici? Le ministre, encore une fois, c'est toute une situation hypothétique ici et l'honorable député a le droit de le faire. Alors, vous parlez ici de loyers qui souffrent de mauvaises évaluations. Et on a par exemple un 2 chambres à coucher à 500 $ par mois. Par conséquent, cet exemple est tout à fait erroné. De plus, vous parlez de principe directeur qui autorise une augmentation de 5,2 %. Et s'il y en a en plus, dans ce cas-là, ils n'ont pas le droit d'obtenir ça. Ils auraient le principe directeur -1. Par conséquent, les chiffres que vous citez ici ne sont pas justes. Nouvelle question. Est-ce que vous pourriez envoyer Gardner Church ici parce qu'il sera en mesure de le dire et il pourra nous dire également à la Chambre que vous avez tort, que tout ce que vous venez de dire, c'est erroné. Tout à fait tort ce que vous venez de dire. J'ai une question. Une question qui s'adresse au ministre responsable des vents de feu, ministre des Transports. Et je me demande s'il pourrait nous dire, par exemple, quelque chose sur la vente de STDU. Combien la province a-t-elle obtenu lorsqu'elle a obtenu donc la vente? Et lorsqu'elle a versé, combien a-t-elle versé à Lavalin au moment de la vente? Oui, pour ce qui est de cette vente de STDU à la société Lavalin, il y a eu quelques 10 millions, 20 millions, plus un autre 20 millions, plus 100 % des profits. Et également, nous pensons que dans le fond, ce sera une chose tout à fait positive pour les contribuables de cette province. Le ministre n'a pas répondu à une partie de la question. L'autre partie de ma question était combien est-ce que la province a payé, a versé à Lavalin? Le ministre a tout à fait juste de dire que certes, Lavalin a payé le gouvernement 10 millions de $, mais quoi qu'il en soit, à partir du 31 octobre, d'après les documents qu'on a enfin obtenus, il semblerait qu'on va obtenir, ou plutôt que le gouvernement va donner à Lavalin 2,2 millions de $ pour les frais de gestion, 11 millions de $ pour les frais généraux. Et en plus, on va rendre une partie des déposés. C'est la première fois que j'entends ce genre de choses. 1,9 million de $ de recherche et développement pour ART Technology. 660 millions de $ en plus. Également, un paiement à l'avance de 9 millions de $ sur ce contrat. Ce qui veut dire que d'ici le 31 octobre, le gouvernement aura payé à Lavalin 27 millions de $ et 328 $ et aurait reçu en échange 10 millions de $ de Lavalin. Pourriez-vous confirmer donc que c'est bien de ces montants qu'il s'agit, qu'ils sont corrects? Oui, je ne sais pas pourquoi le leader répond à ses propres questions. Pourquoi est-ce qu'il gâche le temps de la Chambre, franchement? Et il donne en détail les réponses que l'on trouve dans le document qu'on a toujours divulgués. Ils ont toujours été à la portée de tout le monde. Et j'ai toujours donc rendu la divulgation facile, un accès facile à partir du premier jour. Et tous les renseignements sont contenus dans ces documents et tous les membres ici de la Chambre y ont accès. Oui, alors les documents sont justes. Autrement dit, vous avez bel et bien reçu 10 millions de $ de Lavalin et vous leur avez remis un chèque de 27,3 millions de $. C'est bien ça? Dernière supplémentaire. Non, faut pas que ce soit une autre Menaki.
Bon, ma dernière question fait au ministre est la suivante. Il a indiqué qu'il a obtenu quelques 20 millions de dollars. Des obligations, donc, pour un montant de 20 milliards de dollars. Le ministre pourrait-il indiquer qu'à partir d'aujourd'hui, en fait, on n'a pas encore signé d'accord et que ces obligations ne sont donc pas encore valides? Pourrait-il également confirmer qu'aujourd'hui, que la raison pour laquelle ces obligations n'ont pas été confirmées, c'est parce que vous avez donné l'autorisation à Lavalin de réduire la valeur de ces obligations en cas où leur situation fiscale soit telle que ce soit imposable et que par conséquent, ils pourraient ajuster le niveau pour justement cette question de fiscalité? Non, je ne serais pas d'accord à dire ce que le leader a dit, mais avant qu'ils ne se rendent compte ici d'exactement de quel montant il était question ici, on verra qu'il s'agit du même montant dont il est question pour la Société de développement de transport. Nouvelle question? Nouvelle question, le député de York Sud. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la Consommation et du Commerce. Il y a des rapports ce matin que le ministre va mettre sur pied un régime concernant l'assurance automobile. Cela vient d'une fuite d'une part ou d'autre. Je me demande jusqu'à quel point c'était vrai. C'est pour ça que je veux m'adresser directement aux sources, c'est-à-dire le ministre lui-même. Je me demande si le ministre peut confirmer si le gouvernement va présenter un régime qui entraînera des avantages, des meilleurs avantages, aussi longtemps que ceux qui sont blessés sont des consommateurs, mais en même temps va accorder le monopole de vente de l'assurance au secteur privé. Et peut-il nous dire comment est-ce que c'est possible d'avoir un régime à avantage élevé et en même temps avoir ces plans vendus par des compagnies d'assurance? Monsieur le Président, je crois que le chef du troisième parti, je le remercie pour sa question. Ce qu'il a identifié comme fuite n'est pas quelque chose que j'aimerais discuter. Je suis en train d'étudier toute la question de l'assurance automobile, tout comme les autres questions. Questions supplémentaires? Monsieur le Président, cela est vraiment idiot. Vous ne pouvez pas lancer une idée comme ça concernant des chiffres bien détaillés comme c'était exprimé dans le Toronto Star. On sait comment le système fonctionne ici. Cela se fait depuis des années. Vous ne pouvez pas lancer cette idée, ces renseignements dans le journal et ensuite déclarer le lendemain que vous n'avez pas l'intention d'en discuter. Y a-t-il un plan à propos de cette industrie? Sinon, où est la discussion? Vous ne pouvez pas avoir la pomme et le paradis. Question. Monsieur le Président, je n'ai pas dit que nous n'avons pas l'intention de faire quoi que ce soit. Tout ce que je dis, c'est que les informations qu'on voit dans le journal, c'est tout simplement des rumeurs. Dernière question supplémentaire. Monsieur le Président, il y a quelque chose d'étrange ici. Le ministre a reçu un rapport du Dr. Slater. Ce rapport a été reçu et il a indiqué les voies que le gouvernement doit suivre. Et on sait que le cabinet discute de la question. Et maintenant, on a une fuite. Et le ministre déclare que la déclaration dans la presse ne veut rien dire. Tout ce que je dis, Monsieur le Président, c'est que j'ai aucune responsabilité. Je ne suis pas responsable de ce qui apparaît dans le journal. Et le moment venu, je vais lui faire savoir mes recommandations. Nouvelle question, le député de Riverdale. Monsieur le Président, j'ai une question qui s'adresse au Premier ministre. Le Premier ministre a déclaré à haute voix, et il a répété à plusieurs reprises, que Wang et Dansky
sont des promoteurs immobiliers qui ont de l'expérience dans cette ville, qu'ils ont dû embaucher M. Fleischmann afin d'avoir accès à un programme gouvernemental. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer à la Chambre, peut-il dire que tout ce qui a changé en Ontario, c'est vraiment la couleur de la cravate? Est-ce là le type de gouvernement que le gouvernement préconise, que le Premier ministre préconise pour la province? Wang et Densky ont le droit d'embaucher n'importe qui, mais je voudrais dire à l'honorable député que personne n'a droit à des faveurs spéciales ou de traitement préférentiel d'une façon ou d'une autre. Je connais très bien ce qu'il veut insinuer, et d'autres personnes l'ont fait aussi. J'ai lu les commentaires de certaines personnes. Ils ont le droit de le faire, je suppose, parce que c'est ce qui se fait tout le temps. Mais je demandais au ministre adjoint de clôturer l'affaire et il m'a dit que cette question a été traitée de la manière normale, tout comme d'autres demandes dans les mêmes circonstances. À l'ordre. Je suis prêt à attendre jusqu'à ce que les députés soient prêts à m'écouter. Question supplémentaire, le député de Riverdale. Dans l'étude du Premier ministre, il a peut-être vu ces autres noms, en plus de M. Fleischmann, M. David Appel, vice-président de Wang & Densky, Monsieur le directeur de Harbourfront Corporation, M. Greenspan, président de la Société de logement de l'Ontario, Joan Rawlins, du Conseil de Toronto, M. Eggleton, le maire de Toronto, qui sont tous des libéraux et qui connaissent très bien, qui sont reliés d'une façon ou d'une autre des circonstances concernant ce prêt. Monsieur le Président, nous avons eu des preuves que M. Fleischmann a reçu 30 000 $. Maintenant, on a une telle situation, cette situation-ci. Est-ce que le Premier ministre ne veut pas demander à son gouvernement d'apporter un projet de loi pour contrôler ces frais, ces groupes de pression qui sont payés de deniers publics? Je suis au courant que la plupart des gens de la province sont des libéraux, mais vous pouvez citer tous les noms que vous voulez. Moi, je peux citer d'autres noms, mais je ne sais pas ce que cela va donner. Si l'honorable député a des preuves que quelqu'un a reçu un traitement préférentiel, il a l'obligation de nous présenter ces preuves avant de faire de telles allégations. Je suis sûr qu'il est au courant qu'il parle d'une certaine activité criminelle. Et je peux dire à l'honorable député qu'il a tort quand vous suggérez que, compte tenu de l'allégeance politique de quelqu'un, le donne droit à des traitements préférentiels. J'ai lu certains de ces noms dans le journal et vous parlez peut-être qu'il y a eu une certaine conspiration, mais j'ai aucune idée pourquoi Wang et Densky ont embauché une personne ou n'importe qui dans de telles circonstances. Tout comme je ne comprends jamais pourquoi vous avez embauché Pierre Burton. Je ne peux pas expliquer de telles décisions ou des marchés qu'ils ont conclus. N'importe qui peut conclure n'importe quel marché, qu'il s'agisse de la fonction publique ou ailleurs. Je peux vous dire que personne n'a droit à un traitement préférentiel. Tout le monde a le droit de s'adresser au gouvernement, quelle que soit l'appartenance politique.
et ils vont tous recevoir le même traitement. Dernière question supplémentaire. Monsieur le Président, on s'attend à ce que le Premier ministre contrôle mieux les caisses. Au terme de ce programme, je pense que dernière question supplémentaire. Je suis sûr que tout le monde va prêter oreille. Au terme du programme ORCL, on dit que Wayne et Dansky ont reçu 1 400 013 $ pour produire 10 unités de logement. Comment est-ce que le Premier ministre, pendant que la crise de logement est si grave, comment peut-il continuer à gaspiller les deniers publics d'une façon si scandaleuse et d'une manière qui va produire très peu de logements pour les gens qui en ont besoin? Est-ce que vous parlez d'une autre question? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne connais pas très bien les faits. Et je suis sûr que vous serez le seul à accepter le fait que je ne devrais pas étudier toutes les demandes personnellement. Je dis que toutes les demandes sont étudiées de la même manière. Les règlements ont été mis sur place par l'ancien gouvernement, pas par nous. Je suppose que vous ne serez pas content qu'il n'y ait que seulement 502 unités qui sont construites. Et je suis le premier à admettre qu'on a une crise de logement. Vous ne pouvez pas avoir raison à chaque fois. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans la misère et nous essayons de trouver des solutions aux problèmes. Nouvelle question. Le député de Brantford. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Logement. Cela vient directement de la déclaration du Premier ministre. Nous aussi, nous sommes intéressés de savoir comment les deniers publics sont dépensés en Ontario actuellement. Je voudrais demander au ministre s'il peut confirmer à la Chambre que Mme Paulette Fleischmann, l'épouse de Ivan Fleischmann, était responsable de l'organisation de 2 dîners de financement pour le ministre. Je ne suis pas... Merci, Monsieur le Président. Nous savons que Mme Fleischmann a participé à l'organisation. S'il ne sait pas combien de repas il s'agissait, peut-il nous dire combien? Je ne connais pas Mme Pauline Fleischmann. Nouvelle question. À l'ordre. Nouvelle question. À l'ordre. J'attends un peu de silence. Un rappel au règlement. Je me demande si le procureur général se rend compte si les Ontariens attendent eux aussi. À l'ordre. Est-ce que l'honorable député veut bien s'asseoir? À l'ordre, je voudrais avertir le député de Nipissing qu'il ne s'agit pas là d'un rappel au règlement.
À l'ordre. À l'ordre. Je présente des excuses au député de Nipigon, mais je crois qu'il veut poser une question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre et j'espère que je ne sais pas, il y a eu une rallye qui a eu lieu pour les députés de York Mills et Essex North. À l'ordre. Order. The member for Lake Nipigon. Le député de Lake Nipigon. I have a question for the Premier, sir. The Premier will be cognizant. Le Premier ministre va rappeler l'importance de l'autodétermination pour les peuples autochtones. Alors que la Constitution garantit en fait les droits de tous les Canadiens, elle ne reconnaît pas, parce qu'elle ne reconnaît que les droits et les traités avec les peuples autochtones. Est-ce que le Premier ministre peut déclarer à la Chambre qu'il va s'engager à envoyer un message de soutien au thème de l'article 35.1 de la Constitution? Peut-il donner la garantie que vous allez demander au gouvernement du Canada de remplacer le terme garantie pour ce qui existe comme étant une absence de garantie au thème de cet article? Encore une fois, j'ai été touché par le rallye auquel vous avez participé aujourd'hui. Je crois, comme avait dit le procureur général, nous avons accompli beaucoup de choses au cours des dernières années. En ce qui concerne les discussions de la section 35, les discussions continuent, comme vous le savez. On m'a informé que les discussions ont toujours lieu et c'est notre intention et nous avons l'espoir qu'un accord sera signé avec les autres provinces et le gouvernement fédéral pour entériner les droits des peuples autochtones à l'issue de ces discussions. Question supplémentaire, le député de York Sud. Je me demande si le Premier ministre peut nous donner la garantie qui sera d'une très grande importance au peuple autochtone. Est-ce qu'il peut nous donner la garantie qu'il n'y aura pas de changement ni modification qui sera soutenu par le gouvernement de l'Ontario, à moins d'avoir le soutien complet et total de la communauté autochtone de l'Ontario? Je comprends le but de votre question. Je ne peux pas vous donner une réponse, une assurance totale. Je peux vous dire que nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres groupes de la société qui ont divers points de vue, mais je crois que le mode de coopération que nous avons établi est bon et nous avons vu des progrès considérables et je crois qu'ils ont fait confiance au procureur général qui négocie en leur nom. Je serais très content de représenter leurs intérêts. Je ne peux pas dire que j'approuve, qu'ils vont approuver tous les points que nous avons mis de l'avant, mais je crois qu'au moment où nous allons parler sur la même longueur d'onde. Nouvelle question. Le député de Canora.
Monsieur le Président, à l'absence du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, je vais adresser ma question au ministre des Richesses naturelles. Nous avons appris aujourd'hui que Mackenzie Forest Products a averti 44 employés qui seront mis à pied à Hudson. Nous avons appris que Atikokan Forest Products va remercier 33 employés et que Great West Timber à Thunder Bay va licencier 49 employés. Nous avons aussi appris que Northern Forest Products de Thunder Bay va remercier 39 employés. Cela arrive à 172 employés qui ont reçu des avis de licenciement à la suite du manque d'intérêt de ce gouvernement et par rapport au droit compensatoire de 15 % qui a été adopté par le gouvernement des États-Unis. Ma question, qu'est-ce que le ministre entend faire pour ces 172 employés et tous les employés des scieries en Ontario qui font face à la possibilité d'un très sombre Noël et d'un décembre sans travail? Ce gouvernement a fait connaître ses opinions avec les autres ministres de foresterie. Nous comprenons. Il est entendu très clairement qu'à moins que le premier ministre prenne des mesures, parce que lui-même, comme l'a dit Pat Carney, qu'il s'agit là d'une décision qui a été prise par le ministère du Commerce des États-Unis, et il s'agit là d'une décision injuste qui a été prise compte tenu des prochaines élections aux États-Unis. Vous devez savoir quelles sont les actions prises par le premier ministre de ce pays. C'était votre supplémentaire? Supplémentaire, député de Cochrane Sud. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse au ministre des Richesses naturelles. Il semblerait que depuis qu'on a attaqué nos politiques ici, et vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là pour veiller à nos intérêts. Et on a vu qu'il y a beaucoup de licenciements à Timmins, Thunder Bay, Algoma. Et vous n'avez rien fait. Vous allez essayer de... Nous ne voulons pas savoir ce que vous allez faire pour camoufler tout ça, mais voulons savoir ce que vous allez faire pour ces travailleurs qui ont été licenciés, surtout dans ces communautés dans le nord de l'Ontario. Monsieur le Président, cette question, c'est une question qu'on a traitée avec beaucoup d'entrain. On a toujours été présents aux réunions auxquelles on nous a demandé d'être présents, y compris celle de Pat Carney, M. Murphy, M. Kelleher, M. Tuck. Nous avons toujours été là et nous avons eu des soumissions tout à fait valables, surtout en représentant l'Ontario. Et je crois, comme j'ai dit auparavant, que c'est le fédéral qui doit décider et nous les appuyons. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour prouver que l'Ontario n'est pas coupable d'avoir fait quelque chose qui, en fait, contrarierait plutôt les États-Unis. Et j'aimerais indiquer que déjà au fédéral, je l'ai indiqué au fédéral, que nous tenons à les aider. Et nous sommes en train de nous battre et nous allons faire tout ce que nous pouvons faire pour appuyer le gouvernement fédéral qui agit auprès de Washington. Député de Lakeshore, Monsieur le Président, j'ai une question qui s'adresse au ministre de l'Environnement concernant son programme de contrôle des puits acides. J'aurais espéré que j'aurais pu en parler aux communautés SELECT là-dessus, au comité spécial, mais comme il n'a été impossible de le faire, j'aimerais qu'il nous parle du rapport sur les statuts de Ontario Hydro quant à savoir ce qu'ils essayent de faire sur les puits acides. Le ministre est-il prêt à accepter ce que dit Hydro, c'est-à-dire qu'en utilisant l'énergie nucléaire, ils peuvent éviter de voir certains dispositifs d'installer jusqu'en 1989. Le député saura que lorsqu'on a offert ce programme, l'une des questions ici sur lesquelles j'ai mis l'accent, et je crois que c'est important, surtout dans le cadre d'un programme comme celui-ci, c'est que la technologie ne soit pas imposée aux personnes qui doivent faire les règlements, par exemple pour la pollution. Au contraire, on
va avoir de la technologie qui va réduire le dioxyde de sulfure. Et nous pensons que c'était là la bonne chose et qu'il y avait plusieurs solutions qui étaient offertes à Hydro. Et l'une d'entre elles, c'est la conservation. Et je crois que le député sera d'accord avec moi. C'est certes un aspect important. Ensuite, il y a ces machines, ces tampons à récurer ou encore l'injection avec certaines pierres à lime, comme il y en a au Lakeshore, la centrale de Lakeshore, vous connaissez certainement. 4e mois, ce serait acheter du goudron où le taux de soufre est bas et on en produit dans l'Ouest canadien. Et ça va probablement du fait aider acheter justement du charbon dans l'Ouest canadien va probablement aider l'Ouest canadien. Et on pourrait également se servir de gaz naturel. Je ne dis pas qu'on va le faire, mais c'est une possibilité. Par conséquent, il y a beaucoup de possibilités qui nous sont offertes. Et on peut même acheter de l'électricité du Manitoba ou du Québec, si tel était notre choix. Par conséquent, voilà les solutions qui nous sont offertes. À l'ordre supplémentaire, tout ce que le ministre a fait, c'est d'écrire les solutions qui ont été offertes à Hydro avant qu'on ait décidé de prendre ce programme. Et en fait, on n'a rien fait ici quant à la prise de décision d'avoir pris des centrales propulsées au charbon. Parce qu'en 71, M. Harris Paris, le ministre de l'époque, a indiqué que Hydro allait tout de suite commencer à changer ses centrales, les convertir de charbon à tampons à récurer. Or, on ne va certainement pas accepter ce genre de délai de la part de Hydro. Est-ce que le ministre va autoriser que Hydro manipule toute cette question, tant et si bien que nous sommes obligés d'attendre 10 ans afin que la nouvelle technologie arrive pour qu'on ait moins d'émanation de ces centrales? Je ne peux m'excuser pour ce qui a été fait auparavant. Je vais essayer de répondre. Le député de Hamilton East a également des commentaires à ajouter. Et lui aussi, cette question le préoccupe beaucoup. Et je puis indiquer aux députés, tout comme je l'ai fait au moment où j'ai proposé le programme le 17 décembre 1985 sur l'énergie, que tous les principaux partis ici, d'après le règlement, devraient appliquer le règlement et qui devraient le faire dans un cadre approuvé. Et dans ce cas-ci, ça s'applique. Maintenant, pour ce qui est de l'énergie nucléaire, je puis indiquer aux députés que le programme des plus acides qui doit être lancé ne dépend pas de Hydro-Ontario. Au contraire, simplement, il faut que l'on respecte le règlement et je tiens à voir à ce que le règlement soit respecté, qu'il ne le veuille ou pas. Nouvelle question, député de York East. Le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Il semblerait qu'en ce moment, il y a un débat dans ma circonscription de York East sur le recyclage. Nous n'avons plus de service de recyclage dans ma circonscription et je me demande si on pourrait obtenir plus de fonds à ce niveau de recyclage pour ma circonscription. Maintenant, le ministre. Oui, je m'excuse, mais il y a trop d'intervenants. J'essaie de répondre à la question du député. C'était une question tout à fait pertinente. Maintenant, pour ce qui est de cette question de recyclage, d'après la façon dont je l'ai comprise, il semblerait que, pour ce qui est des fonds qu'on y consacre, merci, le député de Scarborough-West a décidé de veiller à la discipline ici. Par conséquent, j'aimerais indiquer aux députés que les fonds affectés pour le recyclage cette année, tout comme je l'ai indiqué au Conseil de recyclage vendredi dernier, il y a eu un discours et j'ai prononcé un discours au cours de cette réunion et que ce serait quelques 2 millions de dollars, c'est-à-dire le montant qu'on a dépensé en 81. Je puis indiquer aux députés et aux députés de la Chambre qu'en fait,
le chiffre de dépenses pour cet exercice fiscal serait probablement de 4 millions de dollars plutôt que de 2 millions de dollars qui étaient affectés, étant donné que le programme est si populaire, Monsieur le Président. Et d'autre part, il y a beaucoup de municipalités qui ont indiqué qu'ils étaient intéressés par ce programme. Le député de York East. Oui, pour ce qui est de la popularité ici du recyclage, il semblerait que certaines municipalités sont quelque peu récalcitrantes. Et étant donné qu'il s'agit que cela relève des municipalités, est-ce que le ministre peut me dire ce que son ministère fait afin d'encourager aux municipalités de participer à ce programme? Nous avons certaines incitations financières très importantes. D'autre part, nous avons également offert des renseignements techniques et d'autres renseignements aux municipalités. Et dans mon ministère, les encourage à participer à ce programme. Il s'agit maintenant d'un programme de 5 ans au lieu de 3 ans comme c'était auparavant, tant et si bien qu'on tend à participer plus grandement à ce programme. Mais également, il y a un facteur négatif ici qui contribue, et nous sommes obligés de le reconnaître, c'est que, étant donné la loi sur l'évaluation de l'environnement, qui s'applique à certains sites, cela coûte cher. Et parfois, il est difficile d'établir ce qui sera un dépotoir ou encore d'avoir des installations qui permettraient d'incinérer tout ceci. Par conséquent, on va tenter à inciter les gens de réduire la quantité de déchets qui se rendent au dépotoir à ce niveau-là. Par conséquent, malheureusement, il y a beaucoup d'empêchements ou d'entraves auprès des municipalités pour participer à ce programme. Le député de Hyde Park Swansea. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones, le chef Gordon Peters, qui est le chef régional de l'Ontario pour l'Assemblée des Premières Nations, a indiqué qu'il était très surpris parce ce que le premier ministre a indiqué. Il semblerait que peut-être on n'était pas du tout attablé à la même table au cours des quelques dernières années. J'aimerais demander au ministre qui, je pense, d'après ses réponses, devrait être nommé le chef de ceux qui ont la tête dans les nuages, qu'au cours de la conférence des premiers ministres de l'année prochaine, qui va suivre ce que lui ont demandé donc le leader des Premières Nations, et qu'on va tenir compte de ce qu'ils ont demandé, parce que leur principe fondamental est que le gouvernement ne peut octroyer des droits aux Autochtones étant donné qu'ils les ont. C'est implicite dans la Constitution, mais simplement expliquer les droits qui sont implicites. Monsieur le Président, il y a eu une réunion à l'extérieur de Queen's Park aujourd'hui et j'ai pu indiquer 4 ou 5 choses qui ont été faites à ce niveau et Chief Peters a participé à ces réunions et ça a été également signé par Chief Peters et entre autres, il y a un accord et à cet accord, le chef a participé. Nous avons également négocié de certaines modifications à la Constitution. Il y a eu 2 réunions des ministres, il y a une autre conférence et il est question de 2 autres de sortes de conférences. Et ceci est très important. Il y a des équipes de chaque côté qui cherchent à élaborer un compromis et les 4 groupes autochtones et les provinces pourront appuyer ce mouvement. Nous espérons que tout ceci aura une bonne fin supplémentaire. Monsieur le Président, le ministre a des bonnes intentions, mais en fait, il font ce qu'il pense être la bonne chose pour les Autochtones. Et lorsque le Premier ministre a indiqué aujourd'hui que le paternalisme n'est plus, alors que moi, je serais prêt à prendre la parole en votre nom, alors dans ce cas-là, en fait, on continue le paternalisme. Et je demande au Premier ministre, est-ce qu'il serait prêt à dire aujourd'hui de façon catégorique que nous n'allons pas dicter aux chefs des Premières Nations, tout comme il le fait à ses collègues de cabinet, qu'ils puissent décider de leur propre destin et qu'on ne parlera pas à leur place. Le leader de l'opposition
doit vraiment lire ce qui se passe ici au sujet des Autochtones. Et certes, il existe 4 organismes autochtones et il n'y a aucun gouvernement qui prétend avoir leur mot à dire à ces groupes. Et même, nous essayons avec le fédéral de négocier les modifications constitutionnelles afin qu'il y ait un appui provincial qui est nécessaire pour qu'on puisse apporter des modifications à la Constitution. Et en Ontario, nous sommes les premiers avec le Manitoba et 1 ou 2 autres provinces. C'est un exercice qui avance à petits pas. Et une chose est certaine, c'est que nous n'allons pas faire ce que le gouvernement précédent a fait ici en Ontario. Nouvelle question, le député de Ottawa Centre. Oui, ma question s'adresse au ministre des Communautés et Services sociaux. Il a produit un livre blanc sur la politique de garderie en 86 et maintenant nous dit qu'on ne le retrouvera pas avant janvier 87. Et c'est à ce moment-là que les subventions indirectes pour les garderies vont se terminer. Or, il a indiqué qu'il serait prêt à voir à cette question et j'aimerais demander pourquoi le gouvernement attend un oui ou un non quant au fonds ou aux subventions fédérales. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment là une bonne façon d'obtenir des bons pour les familles de l'Ontario? Est-ce qu'il va être obligé de se mettre à genoux pour les réclamer ou qu'est-ce qu'il va faire? Monsieur le Président, le gouvernement de l'Ontario n'attend pas que le gouvernement fédéral lui dise ce qu'il peut faire ou pas faire. Et j'aimerais indiquer à l'honorable député qu'en ce moment, il y a un partage moitié-moitié entre le fédéral et le provincial. Et certes, ce que nous voulons faire dépend de ce partage. Et si ce partage ne va pas être continué, et s'il va y avoir des changements importants, alors il se peut fort bien que cela influence le type de programme que nous allons proposer. Et je préfère attendre que nous savons quelles seront les règles du jeu. Supplémentaire, je crois que ce gouvernement n'a pas appris sa leçon avec cette question de bois d'œuvre. S'il vous faut quelque chose qu'il faut l'arracher du fédéral, il faut y aller. Et il faut dire, voilà ce que je vais mettre sur pied à Ontario et dites-nous qu'est-ce que vous allez faire pour appuyer cette politique progressive. Voilà ce que vous voulez faire afin de veiller aux intérêts de la population de l'Ontario et des familles ontariennes. Monsieur le Président, suite à la discussion avec le ministre fédéral du Bien-être et de la Santé, ainsi qu'avec les discussions de notre trésorier avec le ministre des Finances, et également avec les discussions avec le Premier ministre, c'est exactement ce que nous avons fait. Nouvelle question, le député de Ken Elgin. Merci, Monsieur le Président. La question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Il y a eu beaucoup de confusion, Monsieur le Premier ministre, concernant les paiements de péréquation fédérale provinciale ou de stabilisation fédérale provinciale. Et à savoir qu'ils puissent obtenir des fonds sur les stabilisations des animaux et du grain. Et j'aimerais demander que le ministre de l'Agriculture tire cette question au clair. Il a indiqué que les paiements seraient faits de façon régulière, mais il n'a pas voulu donner de réponse précise. Est-ce que vous pourriez indiquer aux députés de l'Assemblée, aux agriculteurs de l'Ontario, quelles seraient donc vos politiques à cet égard? Monsieur le Président, j'ai reçu plusieurs soumissions de plusieurs organismes de fermiers et je suis sûre que mon homologue fédéral a également reçu ceci. Et ce serait par rapport au grain que l'on donne au bétail. J'en ai discuté donc avec mes homologues à Ottawa et beaucoup de mon personnel se sont rendus à Ottawa afin de savoir s'ils sont prêts ou pas à modifier le programme, à savoir si les grains que l'on donne au bétail peut être acceptable ou pas dans le cadre du programme de stabilisation.
Or, il semblerait qu'ils ne sont pas du tout prêts à le faire. Donc, les grains qui sont donnés au bétail ne le sera pas. Cela s'applique seulement dans le cadre où le grain sera donné directement à un marché. Et lorsqu'on donne ce grain à un bétail, ça ne sera pas inclus. Et tout ce que cela pourra permettre, c'est qu'il y a une compensation. C'est tout ce que cela va faire. Député de Oakville. Ma question s'adresse au ministre de la Consommation et du Commerce. Je vais parler de ma correspondance avec le ministre en mars cette année d'un retard assez sérieux pour la construction de nouvelles maisons. Il avait dit à ce moment qu'il n'a pas du tout d'adopter des lois pour régler cette situation. Si c'est là la meilleure mesure que le gouvernement puisse prendre, que de confier cette tâche à son adjoint parlementaire, ce n'est pas beaucoup. Compte tenu du fait que la situation s'est empirée depuis le début de cette année, est-ce qu'il va étudier la possibilité de prendre des mesures lui-même pour régler cette question? Je remercie le député de cette question. Le député doit savoir qu'à l'encontre de ce qu'il a dit, qu'il y a des milliers de personnes qui ont été affectées par ça, il ne s'agit pas de milliers de personnes, mais c'est plutôt environ 5% des gens qui sont en train d'acheter des maisons. Quand on pense que 95% des constructeurs sont des gens responsables et qui finissent les maisons à temps, dans les meilleurs cas possibles, mais il y a aussi des circonstances qui sont indépendantes de la volonté, telles que des grèves, des problèmes avec le temps. Pour passer une loi pour régler ce problème, nous avons pensé qu'il était possible. Si nous pensions qu'il était possible de légiférer pour régler ce problème, nous le ferions. Mais il va y avoir tellement d'exceptions que la loi n'aura aucun effet. Question supplémentaire, le député de Wellington Peel. Je voudrais dire au ministre que si vous n'êtes pas au courant du fait qu'il y a des milliers, en tout cas des centaines de gens qui sont affectés, qui doivent vivre dans des motels avec des amis parce que il y a des constructeurs qui retardent délibérément leur travail afin de bénéficier des prix élevés des maisons. Est-ce que le ministre va adopter des lois pour assurer que dans les contrats, au moment du paiement du dépôt, les maisons doivent être construites à temps? Un projet de loi est étudié actuellement. Nous travaillons en collaboration avec l'industrie. Et je suis au courant de ce problème et nous essayons de trouver une solution qui puisse être adoptée. Vous devez savoir qu'il y a des cycles dans l'industrie. Il y a un relance et puis il y a un ralentissement et qu'à un moment donné, il faudra prendre des mesures, faire provision pour le prochain cycle. Nous essayons de trouver une résolution. L'industrie de la construction s'inquiète beaucoup à propos de ce sujet. L'Association des constructeurs s'est réunie et ils essaient de trouver des moyens d'adopter des disciplines, de discipliner les membres de leur propre industrie. Mais comment légiférer contre une compagnie en cas de grève, en cas de pluie, dans le cas où une municipalité n'accorde pas le permis de construction? C'est des choses qui devraient être exemptées de la loi et il va y en avoir d'autres. Et si vous faites tout ça, la loi n'aura aucun mordant. Le député de Scarborough-West, ma question s'adresse au ministre des Affaires communautaires et sociales. On avait parlé tout à l'heure des mesures qui seront prises par le solliciteur général et le ministère de la Santé. Et on a parlé d'un établissement Allendale Nursing Home. Bien que le ministre, j'ai écrit au ministre alors que vous êtes engagé dans le passé de sortir ces gens-là de ces foyers. Il y a 4 âgés de 18 ans et 40 qui sont âgés de qui sont dans la vingtaine. Qu'allez-vous faire pour ces gens-là?
Le député doit être au courant du fait que malgré le fait que le ministère n'exploite pas ces foyers, nous offrons des services de garde pendant le jour pour ces pensionnaires. Nous avons quand même une certaine responsabilité. En même temps, nous avons indiqué de façon très claire, et on l'a souligné plus tard, qu'il doit y avoir un transfert de responsabilité de ces foyers à notre ministère. Je me suis déjà engagé à dire que ces enfants seront déplacés de ces foyers et replacés dans la communauté au cours des prochains 18 mois. Je ne veux pas dire que nous n'allons rien faire dans les prochains mois, mais nous allons le faire pendant les 18 mois à venir. Le personnel de mon ministère travaille en étroite collaboration avec le personnel de ces foyers et le député doit savoir qu'il va y avoir un endroit où ces gens-là puissent vivre. Question supplémentaire. Je voudrais rappeler au ministre que le député de Bellwoods avait parlé de cette question en 1978. Et à ce moment-là, on avait dit que ce serait quelque chose de très rapide de sortir les cadres âgés de 18 ans de ces foyers. Et je voudrais souligner le fait que ces jeunes avaient moins de 18 ans à cette époque, quand on avait fait cette demande. Je pense qu'on peut y aller dimanche, quand on est allé et rendre visite à quelqu'un. On a vu des gens dans le berceau au milieu de la journée. Il y avait seulement 3 employés pour un total de 20 patients. Pouvez-vous vous engager de nous tenir au courant de ce qui va se passer afin d'aider ceux qui sont âgés de 18 ans ou ceux qui sont âgés de 20 ans en plus, afin que les gens ne restent pas là depuis la fin des années 70. Je reconnais le travail qui a été fait par le député de Bellwoods et il n'y a aucune différence d'opinion entre nous en ce qui concerne les mesures à prendre. Quant à la demande, elle est raisonnable et je vais faire de mon mieux pour lui donner satisfaction. Nouvelle question, le député de Durham York. Merci, Monsieur le Président. En l'absence du Premier ministre, j'ai une question destinée au ministre de la Santé. La direction de Uxbridge College Hospital a été obligée de diminuer les fonds alors que le budget était déjà réduit pour embaucher un obstétricien comme consultant. Maintenant, nous avons une version d'inaccessibilité aux soins médicaux. Pourquoi refusez-vous de payer les frais d'ouvrir de nouveau cette unité? Les préoccupations au niveau local sont des décisions qui doivent être prises par les conseillers de la communauté. C'est eux qui sont responsables des décisions à prendre et quels fonds, quels crédits seront alloués à ces fins. Les personnes responsables ont décidé qu'ils ont besoin de plus d'argent. Je ne peux pas offrir une approbation de tout ce que les hôpitaux font. Ils ont un budget global et c'est à eux de décider comment ils veulent le dépenser. S'ils veulent le dépenser pour une certaine section de l'hôpital, ils sont libres de le faire. Je dois les avertir que quand ils prennent ces décisions, ils doivent le faire sur la base des informations qu'ils ont en leur possession. Et je crois qu'ils ont pris leur décision suivant la possibilité de le faire d'après le budget qu'ils ont. J'ai consulté avec le président de la direction quand la question s'est présentée la première fois et ils ont parlé d'un montant spécifique pour payer ce médecin pour ses services à Uxbridge. Et je dois dire que le comité a décidé de son propre chef de prendre les mesures qui s'imposent et c'est à eux de
C'est eux qui ont décidé quel salaire il faut accorder à ce médecin. Le comité fait une demande au ministère pour obtenir des fonds à de nouveaux programmes et vous les avez forcés à le faire. Étant donné que vous n'avez pas vraiment l'intention de financer ce programme, allez-vous augmenter le budget afin de maintenir cette unité ouverte dans l'hôpital? Monsieur le Président, ce n'est pas habituel, par exemple, de parler des honoraires d'un certain médecin dans les hôpitaux comme un nouveau programme. En fait, il était dans la région sur la base qu'il aimerait offrir des services de consultant aux médecins de la région. Et je crois qu'il habite en dehors de la région de l'hôpital où il travaille généralement. Je ne peux pas comprendre, Monsieur le Président, que cela est un nouveau programme. Je ne vois pas comment on peut dire que l'embauche d'une personne dans un hôpital est un nouveau programme. Dans ce cas, je ne peux pas donner à l'honorable député l'engagement qu'on va leur offrir des fonds supplémentaires. Nous allons étudier leur cas et nous allons offrir des fonds sur la base de leurs besoins. De plus, Monsieur le Président, les députés seront contents de savoir que nous avons en fait mis sur pied un nouveau programme au terme duquel, à l'ordre, le temps pour les questions a expiré.